Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du 18 novembre 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, direction les marchés qui semblent maintenant marquer une pause après le mouvement fulgurant qu'on a eu depuis plusieurs séances grâce aux espoirs de vaccins contre le Covid-19. La semaine dernière, c'était l'annonce de Pfizer. Et cette semaine, lundi, on a aussi eu l'annonce de Moderna. Alors, après une séance quand même, j'ai envie de dire, après plusieurs séances marquées par un vent d'optimisme grâce aux annonces très encourageantes de l'américain Moderna sur le développement d'un vaccin efficace, les investisseurs font maintenant preuve de prudence et commencent à prendre quelques bénéfices. On constate que l'indice CAC 40, les bourses européennes tentent de grappiller quelques points, mais la hausse paraît limitée maintenant et un repli ne serait pas à exclure au cours des prochaines séances. Côté US, eh bien, on a quand même enchaîné des records sur le Dow Jones. Toutefois, la bourse de New York réagit aussi à une hausse du nombre de cas de contamination au coronavirus et aux effets de possibles reconfinements. Et en parallèle, on a eu quelques mauvaises nouvelles sur le front macroéconomique. Alors, l'euphorie de la veille avait quand même porté les annonces du groupe Moderna sur son vaccin expérimental contre le Covid sur des niveaux records. Et ça a cédé aussi quelques prises de bénéfices, mais les annonces, justement, du moins les nouvelles sur la crise sanitaire, eh bien, ont quelque peu inquiété les investisseurs. En parallèle au chapitre des indicateurs macro, on a eu les ventes au détail aux États-Unis qui ont aussi déçu les investisseurs, augmentant moins que prévu en octobre. Elles pourraient aussi ralentir davantage en raison de la résurgence des contaminations par le Covid et aussi à la baisse de revenus des ménages avec la fin du soutien budgétaire du gouvernement. Par ailleurs, la Réserve fédérale a fait état d'une hausse de 1,1% de la production industrielle en octobre, en accélération par rapport au mois de septembre. On a vu un recul de 0,4%. Toutefois, comme je vous le disais, l'augmentation des nouveaux cas de Covid-19 pourrait provoquer quand même des perturbations dans les usines et compromettre en tout cas la reprise économique. Côté macro, ici nous avons un graphique du gold par rapport au Bitcoin. Donc en seulement quelques jours, ce graphique n'est quasiment plus à jour pour le BTC puisqu'on avoisine maintenant les 18 000 $. Depuis le creux du mois de mars, on avait quand même une véritable corrélation entre ces deux actifs. Et depuis peu, le BTC fait cavalier seul. Donc, actuellement, on tutoie même les plus hauts historiques aux alentours des 20 000 $, tandis que l'or, lui, a du mal à redémarrer. En tout cas, je considère quand même que ce sont les deux actifs de l'année, puisque sur le gold, on prend quasiment plus de 25%, ce qui est tout à fait honorable. En revanche, c'est vrai que sur le BTC, on a une hausse de plus de 150% depuis le début de l'année. Donc, on a une nette surperformance du BTC par rapport au gold. Toutefois, euh, ces deux actifs qui ne sont pas comparables, mais on constate que les investisseurs s'orientent justement vers le gold et le BTC en période de crise et face à une dépréciation importante du dollar et à des politiques ultra accommodantes des banques centrales. Donc, cela ne devrait pas cesser, en tout cas dans l'immédiat, ou bien au contraire, les banques centrales vont continuer à soutenir l'économie, vont continuer à injecter de l'argent dans les marchés, quoi qu'il en coûte, pour faire en sorte qu'on n'assiste pas à un nouveau crack et essayer d'accompagner cette reprise jusqu'à revenir au niveau de mars 2020. Par conséquent,
Le BTC, lui, s'envole. On est même un peu dans une hausse à la verticale. On fera le point justement dans la partie technique pour savoir où est-ce qu'on en est sur la crypto-monnaie. Mais c'est un peu c'est le nouveau or numérique en tout cas. Et on a l'impression que le BTC n'est pas prêt, ou du moins n'a pas envie de corriger et pourrait terminer encore une fois l'année en beauté. Donc on fera le point techniquement juste après. Toutefois, je me montre prudent concernant cette hausse car comme vous le savez, on est maintenant un peu dans une hausse à la verticale et généralement ce n'est jamais bon d'avoir des hausses aussi, des ascensions aussi impressionnantes. La hausse doit se construire et elle se construit avec des plus bas, des plus hauts, de plus en plus hauts, des phases de retracement, de repli. Et là, depuis maintenant plusieurs séances, on enchaîne les séances de hausse à 3-4%. Et on pourrait aussi assister à une correction au cours des prochains jours. Tandis que l'or, lui, se stabilise, toujours dans une dynamique haussière, mais c'est vrai que l'annonce des 2 vaccins, celui de Pfizer et de Moderna, a quand même plombé un peu l'attrait pour le métal jaune. Derrière, justement, ici, c'est un graphique qui permet de voir un peu les avoirs en or autour des ETF et on constate quand même qu'on a justement atteint un peu un plafond de verre depuis plusieurs semaines, ça semble caler, on a une grosse demande, on a quand même une forte demande d'ETF, mais contrairement au BTC qui lui a atteint un niveau record justement sur sa capitalisation boursière, le gold plafonne. Toutefois, j'estime que, étant donné l'environnement économique, on assiste à une phase de repli, le marché se cherche, mais toutefois, la demande devrait se poursuivre au cours des prochains mois. En tout cas, gardez bien en tête que tant que les liquidités seront disponibles sur les marchés financiers, eh bien, l'once d'or devrait lui aussi en profiter. Mais voilà, entre autres, ce qui explique cette faiblesse de l'or par rapport au BTC, c'est que la demande d'un point de vue des ETF commence en tout cas à se stabiliser. Ici, nous avons les prévisions de croissance qui sont au plus haut depuis 20 ans. C'est un niveau record. Je vous partageais lundi le graphique en expliquant qu'on avait eu un flux entrant de capitaux à travers les actions monde d'environ 45 milliards de dollars, soit un record depuis plus de 20 ans. Et ici, c'est tout simplement que 91% des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête de la Bank of America sur les gestionnaires de fonds mondiaux, eh bien, 91% des gérants s'attendent à une économie plus forte au cours des 12 prochains mois. Le plus haut niveau depuis près de 20 ans. Et la dernière fois que c'est arrivé, c'était juste après l'éclatement de la bulle des dot-com ici, en 2002. Donc, encore une fois, un chart qui montre que les investisseurs estiment que le pire n'est pas certain, au contraire que le pire est derrière nous et anticipent un avenir meilleur sur les marchés et autour de l'économie. De ce fait, encore une fois, un graphique qui vient appuyer le graphique que je vous avais montré lundi sur les flux entrants massifs. Donc, on assiste véritablement à des investisseurs, des opérateurs qui ont envie, qui reprennent goût pour le risque, qui ont envie de se placer sur les marchés et qui anticipent des perspectives meilleures pour les sociétés qui ont été massacrées avec le Covid, donc toutes les sociétés de l'économie traditionnelle, ce qui explique aussi pourquoi on a eu une hausse folle autour de la gestion value par rapport à la gestion dite de croissance, où on assiste actuellement à une surperformance des valeurs technologiques. En tout cas, l'horizon semble s'éclaircir sur les marchés financiers. Côté graphique,
On va tout de suite s'intéresser au CAC 40. Alors, en données daily, toujours la zone des 5535 points. C'est vraiment un gros niveau technique. On grappille, on tricote quelques points, j'ai envie de dire, sur l'indice CAC 40, mais je m'attends quand même à une correction à venir au cours des prochains jours. Une légère correction, un repli, mais le sentiment qu'on est monté un peu haut, un peu vite. On est très éloigné de la Tenkan, très éloigné de la Kijun, indicateur RSI qui commence à entrer dans une zone, enfin qui est entré dans une zone de surachat et surtout qui nous forme une divergence. Voilà. Donc là, on est en train de former une divergence baissière. Cette dernière n'est pas validée, mais on est voilà, sur la fameuse zone des 5535 points. C'est vraiment un gros niveau technique, un gros morceau à passer. C'est aussi l'objectif théorique de sortie du canal. Donc prudence à l'approche de ce niveau. Je ne m'attends pas à avoir un retournement de marché, mais une correction, pourquoi pas en direction des 5250 avant de repartir. Donc là, pour l'instant, aucun signal de retournement. On est en train de former des éléments qui pourraient plaider pour une baisse à venir, notamment avec cette divergence baissière. Toutefois, il faudrait qu'on ait une bougie qui clôture sous le niveau du creux entre les deux sommets. Et en données 4 heures, on a exactement la même chose. Voilà. Une divergence baissière en données 4 heures. Donc, une divergence dans une divergence. Celle en données 4 heures permettrait peut-être d'anticiper celle en données daily. On est à l'approche d'une grosse zone technique. On est quand même très éloigné de la Tenkan en daily. On est aussi éloigné de la MM50. Donc, plusieurs éléments techniques qui montrent en tout cas que la hausse, que le marché s'est peut-être un peu emballé. On est monté un peu haut, un peu vite et que une correction serait nécessaire, en tout cas pour repartir de plus belle. N'oublions pas qu'on prend quand même plus de 20% en seulement quelques séances. C'est une hausse historique. Comme je vous le disais en introduction, les marchés ne montent pas à la verticale, ne montent pas en ligne droite. Là, actuellement, c'est le cas. Une tendance saine se construit via des phases de respiration, de correction, de repli. Voilà pourquoi je m'attends, maintenant qu'on a atteint l'objectif, un objectif majeur et aussi l'objectif théorique, à une correction au cours des prochaines séances sur l'indice CAC 40. Toutefois, pour l'instant, tous ces éléments techniques que je viens de vous citer ne sont pas encore validés. Il faudra attendre la confirmation de la divergence baissière en données 4 heures pour pourquoi pas aller chercher la Kijun, aussi en données daily, et le mieux, ce serait aussi d'avoir, pourquoi pas, un avalement baissier, un chandelier de retournement. Là, on aurait l'indicateur RSI et les prix qui confirmeraient ce scénario. Et donc, on pourrait opter pour une stratégie vendeuse pour viser, d'une part, dans un premier temps, les 5535, puis les 5250. Concernant le DAX, c'est la même chose. On voit que l'indice se stabilise, on a du mal, on est vraiment sur des bougies d'hésitation. J'ai pas le sentiment qu'on soit sur des bougies de continuation de tendance. On a beaucoup de mèches, beaucoup de short day, beaucoup de, certains appelleront ça des toupies d'un point de vue des bougies, mais aucune bougie de continuation de tendance en tout cas, plutôt de l'hésitation, une phase de stabilisation à venir. On n'a pas de divergence aussi propre que sur le CAC 40, sur l'indice DAX. On est toujours véritablement capé sous les 13 300 points. Je repasserai haussier en cas de clôture au-dessus de 13 500 points pour aller chercher le gap juste ici à 13 500. Donc là, ce serait ma stratégie haussière en cas de clôture au-dessus de ce niveau. Il y a quand même 200 points à prendre sur l'indice DAX. Et derrière, pourquoi pas aller chercher les plus hauts historiques. En revanche,
tant qu'on est dans ce range, eh bien, stratégie de ping-pong entre les deux bornes. Vous voyez, on est dans un range 1 heure. Et là, il faut travailler la borne haute et la borne basse. Voilà. Très clairement, stratégie de ping-pong entre les deux bornes. La cassure par le haut conduirait, comme je vous le disais, à une nouvelle jambe de hausse, à une phase d'accélération en direction du gap de rupture à 13 500 points. En revanche, une sortie par le bas ouvrirait la voie à une correction vers les 12 775. Et deuxième objectif, ce serait de venir combler ce gap avant de repartir dans le sens de la tendance. Voilà. Là, pour le DAX, qu'il va falloir surveiller, c'est ce range technique. Donc, mettre en place une stratégie de trading range entre les deux bornes. Celles et ceux qui ne se sentent pas à l'aise avec ce setup, eh bien, vous attendez tout simplement la cassure du range qui devrait vous donner le point de départ du prochain mouvement impulsif. Le Dow Jones. Le Dow Jones, toujours solide. L'indice est venu combler son gap quand même laissé ouvert suite aux annonces de Moderna lundi. On est plutôt haussier sur l'indice, on est au-dessus de la résistance. C'est vrai qu'on a un joli gap à venir combler ici, mais pour le moment, eh bien, le marché n'a tout simplement pas envie d'aller plus bas. Et tant qu'on est au-dessus de cette résistance, difficile d'entrevoir une correction plus profonde. Effectivement, si on repasse violemment sous cette résistance, je m'attends toujours à ce que ce gap-là soit comblé, qu'on vienne effectuer le pullback. Alors, on est monté pareil, on a quand même bien progressé depuis le 30 octobre. Le mois de novembre a démarré sur les chapeaux de roue. Une phase de correction serait légitime, en tout cas. Mais la tendance est haussière et cette sortie de canal baissier, plaide pour une fin d'année en beauté. Si on est, comme je vous le disais, sur le CAC 40, on avait exactement ce même canal de consolidation. Vous voyez qu'on est allé chercher l'objectif théorique à 5535 points. Donc derrière, généralement, les US surperforment. Ils le font quasiment toujours. C'est le cas sur le Dow Jones. Et tout porte à croire, en tout cas, qu'on a encore une marge de manœuvre pour aller chercher les 31 200 points. Cependant, en données 4 heures, pour l'instant, on n'a pas vraiment une phase de repli. On a une légère divergence ici, elle est vraiment toute petite celle-là. Je vais passer sur le futur pour voir si on a un peu plus d'informations. Mais effectivement, on a une très légère divergence ici. Voilà. Vous voyez, la droite est légèrement inclinée, donc légère divergence, mais encore une fois, elle n'est pas validée. Et tant qu'on est au-dessus de la résistance, on ne vend pas du coup le support, enfin au-dessus du support, je voulais dire. Donc, on attendra au moins sa cassure pour confirmer cette divergence baissière afin d'aller chercher le gap. Mais tant qu'on est au-dessus des 29 550 points, on ne s'amuse pas à vendre un support, on attend sa cassure et la confirmation du signal technique avec cette divergence baissière. Sinon, à moyen long terme, bien entendu, je suis plutôt haussier sur l'indice, puisqu'on pourrait aller rallier en tout cas quasiment les 32 000 points. Si on regarde le futur, voir si on a un peu plus d'informations. La divergence n'est pas aussi belle, du moins elle est invalidée, puisqu'on est passé sous le niveau des 50. Donc là, on n'a pas de divergence. Plutôt un range technique sur le futur, toujours. Voilà, range de consolidation. Donc à surveiller, mais effectivement, pareil, si on casse les précédents plus hauts, on pourrait une nouvelle fois accélérer. Pour l'instant, les acheteurs gardent la main, le flux est haussier. Je commencerai à opter plus pour une stratégie vendeuse si on repasse sous la résistance, sous le niveau de support à 29 550 sur le cash. Mais pour l'instant,
très clairement, on est plutôt dans une dynamique haussière. Donc, à voir cet après-midi comment les US vont réagir et vont digérer les annonces de Moderna. Mais pareil, je n'exclus pas en tout cas un repli à venir sur l'indice Dow Jones avant de repartir de plus belle. L'euro-dollar, on se situe quand même sur un niveau clé. Ça ne veut toujours pas franchir ce fameux niveau des 1,1875. Mais on tente une nouvelle fois de casser ce niveau. Donc à surveiller. Pour moi, si on passe au-dessus des 1,1875 aux clôtures, en clôture de bougie, direction les 1,2040. On est déjà sorti du canal baissier, c'est déjà un premier élément technique encourageant. Pour l'instant, je ne considère pas qu'il y a des signaux baissiers sur la borne haute. Bien au contraire, on travaille ce fameux niveau des 1,1875. Et on sent que le marché a quand même envie de casser cette résistance. Là, je montrerai prudent sur les stratégies vendeuses, car pour l'instant, je n'ai pas l'impression en tout cas que le marché ait bien envie d'effectuer une nouvelle rotation des prix. On a déjà effectué qu'une seule rotation, on a fait une rotation partielle, on n'a même pas fait une rotation complète. Donc, rotation partielle, retour sur la borne haute, pas de divergence, pas de chandelier de retournement. On sent qu'il y a une force acheteuse qui est en train de s'installer. La dynamique de fond est haussière. Donc, tout porte à croire qu'on pourrait avoir une sortie par le haut. Toutefois, il ne faut pas se faire piéger comme ça a été le cas ici avec les fameuses mèches. Vous voyez qu'on fait souvent de la mèche sur ce niveau, d'où l'importance d'attendre une vraie clôture. Et en cas de clôture, un stop loss placé quasiment sous la MM50, eh bien, permettrait de viser les 1,2040 si on opte pour une stratégie acheteuse. Voilà en gros les points clés à retenir sur l'euro-dollar. On se trouve à la croisée des chemins. Je pense que d'ici la fin de la semaine, on pourra avoir un signal technique sur cette paire. Le GBP-NZD. De retour sur la borne basse de son range, qui correspond aussi à une zone hebdomadaire. Une très belle zone hebdomadaire. Si je dézoome, c'est une énorme zone. On est venu travailler à de nombreuses reprises et les prix, vous voyez à chaque fois la réaction des prix sur cette MM200, c'est assez propre et on est de nouveau pile poil dessus. Donc, en hebdomadaire, on est sur une grosse zone couplée avec notre moyenne mobile 200. En daily, nous sommes dans un range technique. Encore une fois, à chaque fois, on a quand même une belle réaction des prix à l'approche de la borne basse. Toujours avec des divergences haussières, comme c'était le cas ici, comme c'était le cas ici. Pour l'instant, nous n'avons pas de divergence, mais à surveiller. Effectivement, la paire pourrait de nouveau rebondir au cours des prochaines séances. Là, potentiellement, on est en train de marquer un double creux. Donc, à surveiller en données 4 heures, si vous avez le sentiment qu'on est dans un range. Voilà. On pourrait avoir ce range ici. Si on en sort par le bas, eh bien, on attendra encore une fois que les prix tombent dans cette fameuse zone hebdomadaire, même si on a la MM200 est juste en dessous. Donc, on pourra encore une fois freiner, sinon si on casse ce niveau, on attendra vraiment de tomber dans la zone et de voir si un changement de retournement apparaît. Sinon, on est potentiellement dans un range technique en données 4 heures.
Et là, si on en sort par le haut, on validerait aussi un double creux. Donc là, ce serait potentiellement un signal de fin de baisse à venir, avec à la clé une figure chartiste de retournement si elle est validée. En données 4 heures, ça nous permet d'affiner et de voir qu'on est en train de construire un range, potentiellement un double creux, et que la ligne de coup située à 1,92, et on va arrondir à 1,93 pour avoir un prix rond, seuil psychologique, la rupture de ce niveau clé eh bien, donnerait pareil le point de départ d'une fin de baisse et d'une reprise haussière à venir. Le NZD face au yen, cette paire m'intéresse pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est sur une belle zone de résistance. Vous voyez, juste ici. Voilà, on a vraiment une très belle zone. Bon, ici, on a fait de l'excès. Là, on est venu travailler, on est repassé au-dessus. Et là, on a fait ce qu'on appelle un bull trap. Belle impulsion mercredi. Et derrière, invalidation avec un avalement. Donc déjà, avalement baissier sur une zone, sur une belle zone daily. Je pense que c'est aussi une zone, à mon avis, hebdomadaire. On pourrait aussi la mettre comme une zone hebdomadaire. Effectivement, en 2016, vous voyez ici, c'est toutes les mèches. Ça montre que le marché a quand même bien travaillé cette zone. Et que là, à chaque fois, un excès haussier et un nouveau bull trap en daily mercredi. Donc derrière, avalement. Et en données 4 heures, belle divergence haussière qui a été validée. Peut-être que certains d'entre vous l'ont constaté hier, mais effectivement, on avait une belle divergence. Derrière, l'objectif théorique, c'est les 50%. Donc, il y a encore de la place. En plus de ça, on a un avalement daily. On a rebondi techniquement, mais derrière, il y a de la place pour aller chercher les 70-85. Une belle configuration sur cette paire. On a violemment corrigé, rebondi, à mon avis le rebond c'est égal à 50%. Voilà, on a rebondi sur les 61,8, on repasse en dessous. Donc là, à surveiller, c'est vrai que si on casse la même 50, si on casse cette MM50 et qu'on enfonce vraiment sous le nuage, eh bien, on devrait aller chercher jusqu'au bout l'objectif de cette divergence pour retourner sur les 70-80. Donc, à surveiller, plutôt une stratégie baissière sur cette paire. Les matières premières avec le gold qui cède un peu du terrain. Pas grand chose à dire sur le gold. Alors là, je ne comprends pas pourquoi j'ai autant de tracés. On consolide toujours dans ce fameux range technique. Donc, potentiellement attendre un retour sur les 1850. Cela permettrait peut-être d'avoir un peu plus d'informations pour opter sur une stratégie haussière pour viser les 1960. Par contre, effectivement, en cas de cassure, tout laisse à penser qu'on risque de dégringoler en direction des 1800, voire 1790. Mais tant qu'on n'enfonce pas la Kijun hebdomadaire, je considère que les acheteurs gardent la main. Donc là, pareil, on est en train de l'enfoncer, mais comme on l'a fait à de maintes reprises au cours des dernières semaines, c'est surtout la clôture qui sera importante. De plus, on est dans un range. Donc, tant qu'on ne casse pas la bande basse du range, balle au centre. La dynamique est certes haussière, mais on se stabilise, on a du mal à aller plus haut. L'or a pris quelques claques avec l'annonce du vaccin lundi dernier avec Pfizer.
ce lundi avec Moderna. Donc, effectivement, les investisseurs délaissent le métal jaune au profit des actifs risqués. Voilà. Étant donné que l'avenir s'éclaircit, que l'horizon, on commence en tout cas à voir la lumière au bout du tunnel, il n'y a pas de raison à court terme, je dis bien à court terme, de se positionner sur l'or. Autant aller sur les valeurs traditionnelles de l'économie, puisque le marché anticipe des perspectives de croissance à venir au cours des prochains mois. Donc, en quelque sorte, on préfère délaisser le métal jaune. Mais à moyen long terme, bien entendu, tant qu'on aura le soutien inconditionnel des banques centrales et de nouvelles liquidités sur les marchés, eh bien, je ne m'attends pas en tout cas à ce que le gold entame une dynamique baissière. Une correction un peu plus profonde, pourquoi pas. Un retournement de tendance, je n'y crois absolument pas. Et en données 4 heures, pour l'instant, pas plus d'informations que ça. Attendons la réaction des prix sur la borne basse, tout simplement. Là, je considère qu'on est un peu au milieu de nulle part. Voilà. Si on se fait une divergence, un changement de retournement daily ou une cassure, peut-être, hein, je n'exclus pas non plus une cassure, mais là, actuellement, pour moi, il n'y a rien à faire sur le gold. Il serait préférable, en tout cas, d'attendre la réaction des prix sur la zone de support. Voilà. Là, on est un peu au milieu du désert. Réaction des prix sur la zone du support, 6 chandeliers, ok, stratégie de trading range, on vise le milieu du range et derrière, nouvelle rotation complète des prix pour viser les 1960. Voilà en gros les grandes lignes sur le gold. Le Brent, à la reconquête de la borne haute de son range, c'est ici que ça se passe. Encore une fois, on est sur la fameuse zone technique, zone de prix horizontale, MM50. On tente de sortir du Kumo, à confirmer en données hebdomadaires, hein. On est sur une échelle de temps hebdomadaire. Chikou semble libre de tout obstacle. Les prix tentent de sortir du nuage. Toutefois, on est encore en plein dans la zone. Donc, à surveiller. Pour ma part, je passerai haussier en cas de clôture au-dessus de 46. Une clôture hebdomadaire au-dessus de 46 $ devrait conduire à une accélération en direction des 50 $. Voilà la stratégie haussière sur le Brent. Mais sinon, à court terme, pour l'instant, je considère qu'on est encore dans le range et qu'on peut très bien faire comme ici, de l'excès avant de repartir. Donc là, les acheteurs gardent la main. Mais si vous êtes haussier sur le pétrole, il y a encore un petit effort à faire pour confirmer la fin de cette phase de stabilisation afin d'accélérer. Pareil, on pourrait très bien avoir une nouvelle rotation des prix vers la borne basse et avoir un très long range de moyen long terme sur le pétrole à venir entre 46 et 37 pour les prochains mois, prochaines semaines. Donc, pour l'instant, il n'y a rien à faire sur le pétrole. Les acheteurs gardent la main. À surveiller à l'approche de la borne haute. Si on a un chandelier, une divergence, pour le moment, on n'a absolument rien. Au contraire, on est sur des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Là, on reprend de la hauteur. Si le marché venait à s'essouffler, si le marché venait à caler, si on commençait à former, à délivrer en tout cas des signaux de retournement, eh bien vous connaissez la stratégie à suivre. Le light, même constat. C'est exactement la même chose, de toute façon à court terme, c'est un range. En hebdomadaire, certes, c'est plus propre que sur le Brent. On a quand même l'impression, vous voyez, que les prix sont libérés de tout obstacle. Chikou, c'est pareil, mais on bute sur la résistance et on est encore dans le range. Donc, pareil, on n'achète pas une résistance, on attend sa cassure pour se positionner. Même stratégie technique que sur le Brent.
Donc, si vous devez choisir un actif, vous ne prenez pas les deux, vous en choisissez un seul, soit le Brent, soit le Light. Mais vous évitez de vous positionner sur les deux actifs. Mais le signal technique haussier sera, encore une fois, la cassure par le haut de ce range. Donc, rien ne presse actuellement sur le pétrole. On attendra un signal technique pour se positionner dessus. Pour le moment, ce n'est pas le cas. On travaille notre fameuse zone hebdomadaire. Pour terminer, le Bitcoin, c'est beau, mais on monte un peu haut, un peu vite. Et j'aime pas ça. Je suis bien entendu haussier sur la crypto. Je vous ai guidé pour accompagner cette tendance le plus loin possible depuis le double creux qu'on a eu ici, en vous disant de remonter votre stop, de ne pas céder, de ne pas couper en tout cas ses gains trop vite, de remonter son stop au fur et à mesure qu'on cassait les résistances, d'essayer d'accompagner le plus loin possible cette tendance, ne pas céder aux émotions, avancer stratégiquement sur la crypto. C'est encore le cas. On a cassé une nouvelle résistance, donc on remonte une nouvelle fois son stop, mais là je considère qu'on commence à monter un peu trop. Là, les 3 dernières bougies, c'est un peu de l'euphorie. Là, autant on faisait des phases de respiration, là, j'aime pas ça, tout simplement. J'aime pas les marchés qui montent à la verticale. J'aime les tendances qui sont construites de façon plus saine. Et c'est des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, c'est des phases de repli, c'est des phases de consolidation, c'est des phases de respiration du marché. Et, et là, c'est trop à la verticale. Ça commence à devenir dangereux. On n'est pas du tout comme en 2017, face à une bulle. Je n'estime pas qu'on est dans une bulle comme en 2017, puisqu'actuellement la dynamique et les perspectives de la crypto n'ont strictement rien à voir avec celles de 2017, puisque les gérants maintenant et les pros se positionnent sur le marché, mais on est en mode FOMO quand même. Et on pourrait très bien accélérer en direction des 20 000 et même monter jusqu'à 20 300. Mais prudence. En tout cas, c'est peut-être pas le meilleur moment pour entrer sur le marché. Si vous êtes dedans depuis un petit moment, vous remontez votre stop tranquillement. Et si le marché perd 10, 15, 20%, vous avez votre stop, vous avez encaissé vos bénéfices. Mais actuellement, rentrez maintenant en pleine accélération haussière, très éloignée, en zone de surachat. Regardez pas le passé, à chaque fois qu'on est monté à la verticale, on a quand même eu des corrections. Donc, ça pourrait arriver dans 2, 3, une semaine, 2 semaines. Mais je me dois de vous prévenir qu'on a des marchés qui sont un peu euphoriques. Et là, c'est actuellement le cas. La dynamique est belle, la tendance est haussière. On estime que ça n'a rien à voir avec 2017, je suis entièrement d'accord, mais les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. C'est aussi simple que ça. Et face à cette euphorie, on pourrait très bien avoir une nouvelle correction en direction des 14 400. Voilà pourquoi je reste haussier à moyen terme, mais je m'attends à une correction qui pourrait être quand même assez violente si jamais on devait répéter en tout cas les mêmes schémas qu'à chaque fois qu'on est monté à la verticale. Comme ici, et je peux encore vous retrouver comme ici en 2013. C'est un comportement mimétique qu'on a sur la crypto de la part des investisseurs. C'est comme ça fait partie de l'analyse technique. Et, et voilà pourquoi je vous invite à la prudence. En tout cas, celles et ceux qui cherchent à rentrer sur la crypto, c'est peut-être pas le meilleur moment. On a eu plusieurs endroits pour entrer, comme ici avec le triangle, mais là on est en pleine accélération. On est aussi en train de former une divergence baissière. Donc en tout cas, à surveiller. Mais pour celles et ceux qui sont placés depuis un petit moment, eh bien, remontez votre stop encore une fois. Logiquement,
mardi, quand j'ai fait mon émission, lundi, pardon, quand j'ai fait mon émission, on était sur cette bougie-là, votre stop était placé juste en dessous. On a cassé les 10 750, vous remontez votre stop en direction des 16 600, à peu près, et ainsi de suite. Et comme ça, si vous avez une grosse correction de marché, eh bien, vous aurez quand même bien profité de cette hausse et peut-être que vous aurez une autre opportunité pour vous positionner et reprendre le train qui est en marche actuellement. Mais rentrer sur un train lancé en pleine vitesse, généralement, c'est jamais bon signe et c'est pas la bonne méthode à adopter en tout cas en trading, et, tout simplement. Voilà voilà ce que je pense en tout cas de la crypto actuellement. Donc j'invite à la prudence, même si je suis très optimiste sur les perspectives d'avenir concernant les cryptos. Toutefois, je n'aime pas les hausses à la verticale. Ce n'est jamais bon signe de manière générale. Écoutez, ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous mets le lien du briefing dans la description de la vidéo. Je vous souhaite aussi une excellente journée, de très bons trades. Et on se retrouve donc vendredi pour faire un nouveau point sur les marchés.